Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et ce soir on se retrouve pour parler du Dauphiné libéré pour débriefer l'étape numéro 7. Étape numéro 7 qui était la première étape très difficile de ce Dauphiné avec 4163 mètres de dénivelé positif, ce qui commence à faire un petit peu. Entre Saint-Martin, le Vinou et la Plagne, on avait donc cette fameuse montée de la Plagne, plus de 2000 mètres d'altitude, c'était une étape très intéressante. Et étape qui a été un scénario surprenant, avec un vainqueur surprenant également. On reviendra là-dessus. Pas d'habillage ce soir pour que la vidéo sorte vite parce que j'ai regardé l'étape en direct. Mais je ne fais ce débrief qu'à 18h parce que j'ai eu plein de choses à faire entre temps. Mais comme ça on peut faire un vrai débrief de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche quand vous vous abonnez, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Ça c'est pas obligatoire la petite cloche, mais comme ça vous évitez les petites feintes de YouTube. On commence tout de suite avec le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on peut saluer aujourd'hui la belle performance quand même de David Gaudu, meilleur français, 7ème de l'étape à 56 secondes. J'ai trouvé David Gaudu plutôt facile dans le début de la montée de la Plagne et il était plutôt bien. Moi je l'ai vraiment trouvé très solide. Encore une fois, le problème pour David Gaudu, c'est qu'aujourd'hui il est un peu seul dans cette équipe Groupama FDJ, hein. Je trouve que, bon, à part Armirail qui fait du bon travail, je dirais qu'à côté il se retrouve quand même très très vite seul en haute montagne. Il lui manque véritablement Madouas, et même un Reichenbach ou un Badilati qu'on a vu sur le Giro mériterait peut-être d'être dans la sélection pour le Tour de France pour aider David Gaudu. 56 secondes aujourd'hui, 7ème, il est dans le groupe avec Ben O'Connor. Il a tenté de sortir dans le final. Il a tenté de sortir 2 fois. La première fois, ça n'a pas vraiment marché. La deuxième fois, il n'a pas créé un grand écart, il faut le dire, avec le peloton du maillot jaune Lutsenko. Du côté de David Gaudu, j'ai l'impression quand même que les jambes sont pas trop mal et qu'il est dans un état de forme qui est intéressant avant le Tour de France. On est encore à 2 semaines du départ du Tour de France, donc faut pas être trop en forme. J'ai l'impression qu'il est, voilà, il est dans une bonne fenêtre pour David Gaudu. Je continue avec les 2 coureurs d'AG2R, hein, du côté des Bleus, que ce soit Aurélien Paré-Peintre ou également Ben O'Connor. Ben O'Connor, il fait 5ème à 47 secondes. Aurélien Paré-Peintre, il termine à 1 minute 10. Là encore, 2 coureurs qui ont fait une très très belle montée. J'ai bien aimé Ben O'Connor. On voit que c'est quand même un coureur qui a pas mal de punch lors de ses attaques. On avait déjà vu ça l'année dernière dans les échappées sur le Giro quand il était chez NTT, mais je trouve que là depuis le début de saison, dans toutes les courses que j'ai vues et où il était à l'intérieur, eh bien j'ai trouvé qu'il avait plutôt été très intéressant à chaque fois, Ben O'Connor. Donc là encore 47 secondes. Je pense que Ben O'Connor pour un top 5 sur le prochain Tour de France, on peut le mettre parmi les coureurs qui ont la potentialité de faire ça, surtout que il aura certainement une équipe solide autour de Ben O'Connor, Aurélien Paré-Peintre, pourquoi pas, je pense, Nance Peters, Greg Van Avermaet. Ce sont des coureurs qui savent faire pour un leader, qui savent rouler, travailler pour un leader. Donc ça peut être très intéressant pour Ben O'Connor d'avoir une équipe solide et puis d'avoir un lieutenant comme Aurélien Paré-Peintre qui est capable, je pense, de faire top 15 du général du Tour de France. Et bah, c'est toujours très intéressant dans ce genre de situation parce que Aurélien Paré-Peintre, certes jeune, mais qui a déjà énormément de talent. Je continue avec les Français, avec un coureur qui a fait plus-moins, c'est Quintana. On l'a peu vu, hein, Quintana, depuis le début de ce Dauphiné, il est très discret. Aujourd'hui, il ne perd qu'une minute 13 sur Marc Padoun. J'ai eu peur. J'ai eu très peur pour Quintana parce que dans la montée de la Plagne, il est lâché très tôt. Je crois vers 8 km de l'arrivée, 7-8 km de l'arrivée. Je me dis qu'à ce moment-là, quand tu es lâché aussi loin de l'arrivée, bon, forcément, tu peux perdre 1 minute 30, 2 minutes. Il aurait pu se retrouver dans la situation de Patrick Conrad. Mais lui, il s'en est bien sorti. Il a bien lissé son effort.
Au final, il finit à 3 secondes de Guggenhardt, il finit à une dizaine de secondes de Kelderman et de Valverde, donc c'est plutôt très très bien de la part de Quintana. Là encore, hein, je parlais de David Gaudu notamment, et ben, j'ai l'impression que Quintana il est aussi en phase de progression, et encore en phase légèrement d'affûtage pour le prochain Tour de France. Est-ce qu'il ne sera pas non plus sur la route du Sud, enfin la route d'Occitanie maintenant, il faut l'appeler comme ça, Nairo Quintana peut-être. Et puis il y a aussi la Mont Ventoux dénivelé challenge, est-ce qu'il la fera du côté d'Arkea, mais c'est un coureur vraiment qui va s'affûter encore au mois de juin, et je pense que on le verra sur le prochain Tour de France, là encore pour le top 10. Est-ce qu'il fera mieux que le top 10? C'est toujours des grandes questions, parce qu'il est pas bon sur le contre-la-montre. Quand il est très fort, il est capable de battre n'importe qui en montagne, mais il faut qu'il soit très fort, et là je ne suis pas Madame Irma non plus, donc c'est compliqué de le dire. On continue du côté des Français avec la déception du jour. C'est Guillaume Martin qui finit 24e à 6,17. Ça allait pas dès le début de la montée de la Plagne. On le voyait vraiment... alors déjà sur la phase de vallée, je le voyais pas très bien placé dans le peloton. Et puis après, vraiment dès le départ, tu sens qu'il a énormément de braquets, qu'il y va en puissance. Mais sur une montée... de 3-4 km tu peux le faire, de monter en mettant énormément de puissance et en tournant peu les jambes. Sur une montée de 15 bornes, c'est impossible, au bout d'un moment tu craques, et ça a été le cas de la part de ce courant là qui a complètement craqué, qui a vraiment s'est retrouvé dans une situation pas possible du côté de Guillaume Martin, donc déçu pour Guillaume, mais je pense que sa chute il y a 2-3 jours, a eu des conséquences très clairement physiquement sur le coureur de la Cofidis. Donc ça a été très compliqué pour le Français qui s'est retrouvé voilà, à 6 minutes 17. Donc on va voir maintenant ce qui va se passer pour Guillaume Martin, si la situation va s'améliorer. Mais je trouve que c'était déjà pas mal ce qui se passait pour Guillaume Martin. Je m'excuse, hein, il y a les ambulances qui passent en bas de chez moi. Hein, je ne sais pas ce qui se passe. Mais du côté de Guillaume Martin, la situation était vraiment pas mal. J'ai trouvé qu'il pouvait faire vraiment une très très belle chose. Je ne sais pas ce qui se passe, hein, très clairement. Mais du côté de Guillaume Martin, voilà, il s'est retrouvé à 6 minutes 17. Ce sont les aléas du direct, hein, très clairement. Voilà, pompiers et gendarmes, je ne sais pas ce qui passe ou en bas de chez moi. Mais du côté de Guillaume Martin, donc la situation était un peu compliquée. Il était à 2 doigts de l'ambulance, 2 doigts de la voiture emballée. Guillaume Martin, c'était un peu compliqué. Je pense que la chute, très clairement, d'il y a quelques jours, a eu des conséquences physiquement sur Guillaume Martin, surtout quand vous êtes sur ces phases de préparation. C'est parfois un petit peu compliqué. On continue avec les coureurs au top et avec Marc Padoum. Incroyable, Marc Padoum. Moi je me suis dit je m'attendais pas à ce que ce coureur-là soit à ce niveau-là. Moi j'ai eu des doutes, j'ai vu 2 Bahreïn victorieux dans le peloton, donc à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, quand ils ont pris le direct France 2. France 2 a pris le direct, je crois qu'il restait 26 km. Là encore du grand talent du côté de France Télévisions. Et là je me suis dit, non, il y a 2 Bahreïn victorieux. Alors je me suis dit, bon, il y a Jack Haig. Et au départ, je pensais que c'était Dylan Teuns. Donc pour vous dire, déjà à 25 km de l'arrivée, j'étais surpris si j'avais su que c'était Marc Padoum. Mais encore plus en finale. Marc Padoum, c'est un bon coureur, mais c'est pas un coureur incroyable non plus, l'Ukrainien. Mais c'est compliqué pour Marc Padoum de voir l'Ukrainien qui a vraiment fait une belle montée assez incroyable. Il part déjà avec Sepp Kuss, donc là on le voit partir avec Sepp Kuss, on se dit déjà c'est assez incroyable. Et puis ensuite il arrive à lâcher Sepp Kuss, à lâcher Richie, c'était Richie Porte, je sais plus qui était le 4e larron dans ce groupe-là, c'était Miguel André Lopez. Il arrive à lâcher tous ces mecs-là. Marc Padoum, c'est quand même un coureur qui jusqu'à maintenant n'avait remporté qu'une étape du Tour des Alpes. Alors certes, chez les espoirs, il a un palmarès qui est assez intéressant sur sa dernière année espoir, où il a notamment remporté, je crois, fait 2e du petit Tour d'Italie. Mais ça reste un gabarit, un coureur qui jusqu'à maintenant n'avait pas vraiment énormément montré son potentiel.
Là aujourd'hui, il a été impressionnant. Alors certes, il s'est fait mal aux pattes quand même, Marc Padoun, parce que c'est un coureur voilà, qui s'est vraiment fait extrêmement mal dans la dernière montée. On sent que sur le dernier kilomètre et demi, les 2 derniers kilomètres, c'est un petit peu compliqué pour l'Ukrainien. Mais c'est très intéressant de le voir à ce niveau-là. Voilà, je regardais dans son palmarès. C'est en 2018, il avait fait 5e des championnats du monde U23. C'était les championnats du monde qui étaient du côté de Innsbruck. Donc ça montre quand même un coureur qui grimpe plutôt pas trop mal. Il avait fait 6e des championnats. C'était l'année d'avant où il avait fait vraiment une très très belle course. C'est bien de sa part, 12e du Tour des Alpes en 2018. Mais c'est vrai que sur les 2 dernières années, on l'avait souvent vu dans des échappées, mais pas vraiment pour la gagne. Là, il a été assez impressionnant quand même, Marc Padoun aujourd'hui. Donc, faudra voir dans les jours à venir, mais ça peut être très intéressant dès demain, peut-être. Si on le revoit aux avant-postes, on pourra se dire ça peut être un coureur intéressant. Et je pense qu'il s'est surpris lui-même, ne pensait pas être si performant. Sepp Kuss également. Sepp Kuss, c'est un peu ce que je disais avec David Gaudu ou avec Nairo Quintana, c'est un coureur qui est en phase d'affûtage. Encore Sepp Kuss, je l'ai trouvé très bien. Voilà, 6e à 52 secondes, mais en sachant qu'il est parti de loin, il a un peu craqué dans les 2 derniers kilomètres et demi, mais ce qui est tout à fait normal quand on est dans ces phases de préparation. On a du mal encore à évaluer son top niveau. Et donc, des fois, on attaque de trop loin et on se fait avoir sur le Critérium du Dauphiné comme sur le Tour de Suisse, sur ces fameuses courses de préparation au Tour des Alpes pour le Tour d'Italie. C'est des choses qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire des coureurs qui attaquent et puis qui craquent dans le final des courses parce qu'ils ne sont pas encore au top de leur forme. Faut pas être au top là au moment du Dauphiné parce que sinon, vous serez cramé à la fin du Tour de France. Faut être au top. Il faut avoir une forme qui est ascendante sur le Dauphiné, mais il faut surtout être au top à la fin de la première semaine du Tour de France, pas avant. Donc du côté de Sepp Kuss, j'ai l'impression qu'il est également dans cette fenêtre de tir là au niveau de la forme. Je continue avec Richie Porte, très en forme, très affûté Richie Porte, 2e à 34 secondes. Surtout Richie Porte, c'était important aujourd'hui de faire un bon résultat parce que dans la hiérarchie Ineos Grenadier, il vient de faire mal à Geoghegan également à Geraint Thomas aujourd'hui parce qu'il gagne l'étape et on sait qu'il y a quand même une hiérarchie qui va s'installer entre ces trois-là. Les 3 vont aller sur le Tour de France et foncièrement on les voit depuis le début de saison ensemble. Il y a une hiérarchie qui s'installe et la hiérarchie c'est que Richie Porte a l'air quand même d'être très fort. Alors il faudra voir s'il arrive à tenir demain parce que demain voilà, on est dans une situation où il aura le maillot jaune. Et ça sera pas forcément facile, surtout que Geraint Thomas n'est qu'à 29 secondes, Kelderman à 33, Jack Haig à 34, Lopez à 38, O'Connor à 1 minute, Gaudu à 1,12, Paris-Pinte à 1,17. Donc il y a des possibilités pour qu'on l'attaque, surtout que demain c'est très très compliqué, notamment je crois avec la montée de Jouplane. Donc du côté de Richie Porte, moi je le trouve très en jambes, je le trouve très affûté, très puissant. Aussi Richie Porte, là encore, quand il attaque, il n'y a personne qui arrive à le suivre. C'est assez impressionnant, il reprend quand même plus de 10 secondes dans le dernier kilomètre. Alors certes, Padoun était fatigué, mais je crois que c'est quasiment le seul qui reprend du temps sur Marc Padoun dans le final. Donc il faut dire quand même le niveau qu'avait Richie Porte, c'était assez impressionnant. Et puis on va passer au bonnet d'âne. Tout de suite du côté des bonnets d'âne. Moi j'ai mis Kruijswijk 18e. Alors je parlais de hiérarchie du côté de chez Ineos, on peut parler de hiérarchie également chez le team Jumbo-Visma et Sepp Kuss prend vraiment l'avantage sur Kruijswijk. J'ai pas l'impression que Kruijswijk soit vraiment au top physiquement. Déjà les jours précédents je l'avais pas trouvé excellent, donc là ça confirme un petit peu mon regard sur ce coureur néerlandais et je trouve surtout qu'il n'est pas excellent depuis le début de saison. Donc est-ce que c'est simplement l'état de forme ou c'est vraiment les performances physiques de ce coureur qui sont en retrait? Je rappelle quand même que Kruijswijk, il a plus de 30 balais. Merci de me le mettre. Il a 33 ans, Kruijswijk. Donc on commence à être sur des âges où on n'est plus si frais que ça. Du côté de Kruijswijk, alors certes des fois c'est peut-être juste l'état de forme, mais à partir de 33-34 ans, on est sur des âges où on peut perdre du niveau physique, et ça dépend des coureurs. Des coureurs, ça arrive très tardivement, ça arrive à 36-37 ans, où ils commencent à perdre du niveau physique. Puis il y a d'autres coureurs, ça arrive très tôt. Et j'espère que ce n'est pas cette situation-là pour Kruijswijk. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Et puis,
Le deuxième, pour moi, c'est Fabio Aru, mais c'est depuis également le début de la course. Fabio Aru, 31e avec le QBK Assos à 9 minutes, finit notamment avec Pierre Rolland et Quentin Pachin, en sachant que Pierre Rolland était dans l'échappée matinale. Il finit également avec Yann Bakeland. Yann Bakeland, qui fait un pas mauvais Dauphiné, je trouve, c'est mieux que d'habitude pour le coureur belge. Du côté de Fabio Aru, c'était quand même un leader chez Astana il y a quelques temps. C'est quand même un mec qui a remporté des grandes courses, notamment la Vuelta. Et t'as l'impression qu'aujourd'hui, à 30 ans, il est rincé, quoi. Voilà, quand tu vois l'étape qu'il réalise, c'est pas du niveau d'un leader. Ben, voilà, c'est pas du niveau d'un grimpeur de ce type-là. J'appelle, c'est quand même un mec qui a remporté l'étape de la planche des belles filles. Bon, je trouve ça incroyable, son niveau de forme aujourd'hui à ce cours-là. Donc, je suis inquiet. Enfin, inquiet. C'est-à-dire que j'ai plus beaucoup d'espérance pour Fabio Aru depuis quelques temps. On passe à l'étape de demain. L'étape de demain, c'est encore un sacré morceau quand même pour les coureurs. On partira de la Léchère-les-Bains au Jet. 147 km, ça va être très court, mais alors ça sera vraiment les montagnes russes pendant toute la journée, avec notamment à la côte d'Héry sur Ugine, le col des Aravis, le col de la Colombière, et puis on aura le col de Jouplane en fin de journée. Et la montée vers Léger, c'est pas très dur, mais encore une fois, 147 km, on part en côte avec une côte du 4e catégorie dès les 10 premiers kilomètres. Vraiment, il n'y aura pas de temps mort et ça va être comme on les aime, une dernière étape du Dauphiné où je pense qu'il va se passer beaucoup de choses parce que à chaque fois que j'ai vu le Dauphiné, c'est très rare qu'il ne se passe pas des choses lors du dernier jour, un petit peu comme Paris-Nice, c'est toujours une étape très spectaculaire. Donc on fera le débrief, j'espère demain soir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je m'excuse encore une fois pour les bruits de gendarmes, ou je sais pas ce qui s'est passé, les bruits de sirènes. Si c'est un mariage de gendarmes qui est passé en bas de chez moi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao ciao.